Bon frère et soir, messieurs, dames, bienvenue dans cette édition d'information. Au cours d'une conférence de presse animée en face des hommes de médias de la place, le représentant résident de la CEDEAO au Niger a étalé la vision, l'impact et l'organisation de l'institution en Afrique. Le compte-rendu avec Achatou Mamadou et Rabiou Labou. La représentation de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO au Niger relance l'information et le dialogue avec les médias. Le représentant résident de cette institution au Niger, en conférence de presse, dévoile la vision de la CEDEAO basée sur des piliers autour de la thématique quel impact au Niger sur le développement économique et social. Vous savez, la presse, vous êtes éducateur, informateur, formateur de conscience, vous êtes tout. Vous avez vraiment un rôle très large, mais votre rôle d'accompagnement des populations pour qu'elles soient le plus heureuses possible. Votre rôle, c'est vraiment de faire en sorte qu'il y ait cette diffusion des bonnes pratiques partout, si tant est que cette pratique est acceptée par tous les États comme étant la pratique de référence. Le deuxième axe, c'est au niveau de la création de la richesse dans toute la région. Si on travaille efficacement à ce qu'il y ait une interconnexion entre les États de façon beaucoup plus efficace, ce qui va se passer, c'est que les produits vont circuler de façon beaucoup plus facile. Pour étancher la soif de certaines questions et actions de la CEDEAO, les journalistes ont saisi l'opportunité pour poser des questions. La CEDEAO est beaucoup plus perçue quand il s'agit d'un coup d'État dans un pays tiers. Le plus souvent, l'opinion apporte que c'est le syndicat des chefs d'État africains. Qu'est-ce qui va changer désormais pour cette CEDEAO afin qu'elle réponde véritablement à ces objectifs pour lesquels elle est derrière son sapiens? La CEDEAO est présente dans ces pays pour régler certaines situations désagréables liées à ces questions où des actions sont menées en amont. Certainement, vous allez dire que vous avez répondu à cette question, mais je vais vous donner un exemple qui me touche vraiment à cœur. Nous avons des milliers de familles déplacées dues à l'insécurité ou des enfants qui ont abandonné l'école. Mais sur cette question, on ne sent pas la présence de la CEDEAO. Que fait la CEDEAO pour ces familles-là qui ont quitté leur terre? Des préoccupations auxquelles le représentant de la CEDEAO au Niger, Dri Guillaume Niamien, a donné des réponses. Le volet humanitaire fait partie de nos préoccupations les plus importantes. Nous sommes même allés jusqu'à, quelquefois, enlever des crédits de certains projets pour les déplacer sur l'humanitaire. Et notamment sur particulièrement la question de l'alimentation. Nous sommes maintenant à la phase de déploiement de ces fonds et de ces projets. Certaines activités ont été déjà menées. Je pourrais, comme je l'ai dit, de façon très spécifique, ça peut être aussi l'un des thèmes. Ce contact direct entre la représentation résidente de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO et les médias marque ainsi l'engagement de cette institution à faire la visibilité de ses actions et être plus proche des bénéficiaires à travers les médias. Créée en 1975 par le traité de Lagos, la CEDEAO a pour objectif de promouvoir la coopération économique et politique entre les 15 États membres. Le groupe Orano participe au premier Business Forum Union européenne État du Niger qui a ouvert ses travaux hier mardi. C'est à travers une participation au panel et un stand. Le reportage avec Boubacar Amadou et Luc Ouga. Société de droit français, le groupe Orano a participé de façon active et remarquable au premier Business Forum Union européenne Niger. Acteur mondial majeur dans le domaine de l'industrie et du combustible, à la fois l'extraction de l'uranium, mais aussi du recyclage des combustibles utilisés dans les centrales nucléaires. Présent au Niger depuis 50 ans, Orano couvre l'ensemble du cycle minier à travers Cominac, Somaïr et Oumouraren. Concernant Cominac, c'est de réaménager le site dans de bonnes conditions, tel qu'il a été défini avec les autorités nigériennes.
Nous avons aussi des enjeux concernant la Somaïr, de pouvoir continuer l'exploitation dans de bonnes conditions et pouvoir gagner en durée de vie. Et pour Imoaren, on a aussi l'intention de développer le projet dans les années qui viennent et de pouvoir donc produire de l'uranium sur ce site Imoaren. Dans les perspectives, Orano a des engagements industriels concernant les 3 sociétés minières dont elle coordonne les activités. On a aussi des engagements sociétaux très importants que l'on compte concrétiser sur l'eau, la santé, l'éducation. Et dans le passé, nous avons aussi aidé la population nigérienne dans certaines catastrophes naturelles. Donc c'est des engagements que l'on a vis-à-vis des populations ici au Niger. Concernant l'exploitation du site d'Imouraren qui a soulevé la polémique au sein de l'opinion, l'enjeu est de taille, mais le groupe Orano, selon son directeur général, entend honorer son engagement. Il faut savoir que ce site, Imouraren, est 2 fois plus profond que Somaïr et la teneur est 3 fois inférieure. Donc il y a un facteur 6 dans l'exploitation de ce gisement, c'est-à-dire que 1 kg d'uranium produit à Somaïr coûterait 6 fois plus cher à Imoaren. Et dans le cas d'une mine à ciel ouvert, on est quand même dans des conditions dégradées. Et le deuxième point, c'est qu'il y a aussi beaucoup de carbone dégagé dans une exploitation en mine à ciel ouvert. Et donc nous, on a des engagements vis-à-vis des populations de préserver l'environnement d'abord, et de limiter les émissions de carbone. Le groupe Orano a participé à ce grand rendez-vous du donner et du recevoir entre l'État nigérien et les investisseurs internationaux à travers plusieurs activités. Au panel, le directeur général de la société a, à travers une conférence devant les autorités nigériennes, développé les grandes lignes stratégiques de la société dans le domaine minier et les perspectives pour la redynamisation du partenariat entre sa société et l'État du Niger pour une exploitation rationnelle des sites miniers afin de valoriser le potentiel minier au Niger. Orano est aussi présent à travers un stand d'exposition de matériel pour satisfaire la curiosité des visiteurs qui ont reçu d'amples explications sur leur fonctionnement. Clôture cet après-midi au centre Mahatma Gandhi de Niamey des assises du Forum Business Union Européenne et l'État du Niger. D'importantes décisions ont été prises afin de renforcer le partenariat du business. Le commentaire avec Souleymane Ousmane. Les participants du Business Forum Union Européenne Niger, tenu les 7 et 8 février 2023, sont arrivés à plusieurs engagements des investisseurs, fruits de 2 jours de travaux. Le tout à la grande satisfaction des partenaires, notamment de l'Union européenne. Parce que les potentialités du Niger sortent bien en valeur après ce Business Forum et nous en sommes très fiers. Il y a eu beaucoup d'affluence pendant ces 2 jours. Même aujourd'hui, 2e jour, nous avons vu des salles pleines. Les photos parlent d'elles-mêmes et ont envoyé toute une mixité qui prouve les contacts qui ont pu être faits, les potentialités d'accords qui ont pu être conclus. Le ministre du Commerce, satisfait du présent forum, a lancé un appel à plus de concrétisation des engagements des investisseurs. Le Niger est encore plus visible avec ce Business Forum. Déjà, selon les échos qui nous sont parvenus, plusieurs investisseurs ont manifesté leur intérêt soit à s'installer au Niger pour développer leurs affaires, soit à nouer des partenariats avec les entreprises nigériennes. À cet égard, je voudrais me réjouir de cette avancée qui nous permettra, dans les années à venir, à lancer véritablement l'industrialisation de notre pays. Dans cette perspective, je voudrais lancer un appel à tous les investisseurs ici présents, à la lumière de tout l'éclairage qui leur a été apporté, à accélérer leurs décisions d'accompagnement de notre pays. Il est également prévu la création prochaine d'une chambre de commerce Union européenne-Niger, ici à Niamey. Le projet USAID Sahel, la collaboration et communication avec l'appui du Haut Commissariat à l'initiative 3N organise depuis ce matin un forum annuel d'apprentissage autour des bonnes pratiques de résilience. Les moments forts de la cérémonie avec Oussena Hassoumi et Abdoulaye Seydou.
Contribuer à l'amélioration de la collaboration, l'apprentissage collectif autour des meilleures pratiques et des adaptations réussies en matière de résilience au sein des divers acteurs, parmi lesquels l'État, les démembrements et plusieurs partenaires sur la gestion des ressources naturelles partagées afin de renforcer la résilience des communautés. C'est l'objectif assigné à ce forum annuel co-organisé par USAID Sahel Collaboration et Communication SIC et le HC3N. SIC a favorisé la mise en place des cadres de collaboration régionaux de Maradi, Zender et Tillabéri et facilité la collaboration et l'apprentissage collectif entre les projets de USAID intervenant dans ces zones. Plusieurs activités conjointes ont été élaborées et mises en œuvre. Ces collaborations ont permis de contribuer collectivement à des objectifs communs dans divers domaines, dont la gestion des ressources naturelles. Créer un cadre de discussion élevé autour des meilleures pratiques et celles prometteuses auprès d'une audience sensible à cette question de la résilience de nos communautés vulnérables au Niger pour plaider en faveur de l'expansion et la mise à l'échelle basée sur les évidences d'intervention réussies, des modèles ou des bonnes pratiques. Pour permettre au gouvernement du Niger de progresser vers un Niger inclusif, pacifique et résilient, l'USAID apporte depuis son ouverture un soutien multiforme et intégré aux populations vulnérables dans divers domaines. Avec un engagement de plus de 200 millions de dollars par an et plus de 40 projets à travers le Niger, l'USAID s'engage à relever les défis humanitaires et du développement du pays en collaboration avec les principales parties prenantes nationales et les partenaires techniques et financiers. L'USAID a pris en compte les priorités du gouvernement du Niger en identifiant 3 objets de développement comme des priorités clés pour l'assistance de l'USAID pour les prochaines 5 années. Communauté renforcée, autonomisée et plus résiliente. Opportunités économiques inclusives améliorées. Performance et réactivité des institutions gouvernementales améliorées. Des échanges autour de 3 sous-thèmes, notamment récupération, mise en valeur et sécurisation d'un espace partagé pour améliorer les systèmes de gestion des risques écologiques des communautés, les conventions locales comme mécanisme de gestion des ressources naturelles et de réduction des conflits et contribution des structures communautaires dans la gestion des ressources naturelles ont permis aux participants de créer un cadre de partage des évidences d'intervention réussies, de modèles de pratiques promoteuses ou des innovations réussies à travers la collaboration, mais aussi des opportunités d'échange sur la résilience. Le réseau des journalistes de l'Afrique de l'Ouest pour la qualité et la bonne gouvernance, section Niger, a initié une caravane de sensibilisation sur les différentes réalisations du gouvernement. Les détails avec Mohamed Alpha sur les images du bureau reportage à Bonferré, Maradi, Ibrahim Amadou. Le réseau des journalistes de l'Afrique de l'Ouest pour la qualité et la bonne gouvernance, REJOC, section Niger, a posé ses valises dans la commune de Dan Issa, département de Mandaroufa, région de Maradi. Cette initiative du REJOC vise à sensibiliser les citoyens sur les différentes réalisations du régime actuel. L'objet de cette caravane, c'est aussi et surtout d'inviter les populations d'endosser leur part de responsabilité dans l'endiguement de la menace sécuritaire qui, du reste, ne cesse de les endeuiller. Il s'agit de leur rappeler l'extrême urgence de collaborer avec les forces de défense et de sécurité de notre pays. Il faut également les inviter à cesser certains ajustements nuisibles au climat social avec, dans certains cas, la montée en puissance des stigmatisations. Cette suspicion qui envenime et exacerbe les tensions communautaires sont toutes choses que cherchent à endiguer les plus hautes autorités de notre pays.
Le coordinateur du REJOC a saisi l'occasion pour tracer les objectifs, les missions et les ambitions du réseau. Le réseau des journalistes de l'Afrique de l'Ouest pour la qualité et la bonne gouvernance entend faire la promotion des règles de bonne gouvernance comme l'indique du reste l'intitulé de son appellation. Le credo de notre organisation, c'est de montrer un autre visage de l'actualité en promouvant l'excellence des résultats obtenus dans la mise en œuvre de telle ou telle politique publique. Le Niger en si bonne voie sur le chemin de l'émergence, c'est le slogan du réseau qui s'est engagé à sensibiliser les populations sur les efforts consentis par le pouvoir actuel. La présente activité vise à présenter les réalisations faites dans le cadre de la mise en œuvre du programme de la Renaissance Acte 3. Réalisations qui concernent non seulement les différents secteurs prioritaires, à savoir la sécurité, la corruption, la mobilisation des ressources financières, la sécurité alimentaire, l'éducation et le dividende démographique, mais encore et surtout les grands projets en cours, qu'il s'agisse du programme Kandaj, du chantier de pose des pipelines, des pôles agro-industriels ou autres. Au cours de ces retrouvailles avec la population de la commune d'Anissa, le réseau a décerné un témoignage de satisfaction à la police régionale de Maradi dans la lutte contre la répression du banditisme et les crimes transfrontaliers. Le réseau continuera sa caravane dans la région de Zender. Dans la commune de Saï, ils sont une trentaine d'enseignants en renforcement de capacité sur le transfert des compétences en matière d'éducation. Cette formation est organisée par l'ONG DICO et durera 3 jours. Faisons le point avec Souleymane Ousmane et Ibrahim Ousmane. Une trentaine d'acteurs de l'éducation et autres conseillers de la commune urbaine de Saï, sur initiative de l'ONG DICO, sont en renforcement de leurs capacités sur le transfert des compétences de la commune urbaine de Saï en matière de l'éducation. Une initiative qui entre dans la droite ligne des activités du projet en question sur le renforcement des compétences de la commune de Saï pour l'accomplissement de ces transferts. Ce projet a vu le jour grâce au partenariat qui lie l'ONG DICO et la commune de Saï. Donc c'est dans ce partenariat-là qu'on a initié un projet pour aider la commune de Saï à pouvoir assumer ses responsabilités en matière de transfert des compétences, notamment sur le plan de l'éducation. Ce processus permettra aux acteurs chargés de l'éducation de la commune de pouvoir se sentir à l'aise dans la conduite de leurs activités quotidiennes sur le plan de l'éducation, et ça permettra aussi à ces acteurs de s'assumer pleinement, d'assumer pleinement leurs responsabilités et leur rôle en ce qui concerne la question de l'éducation. Le maire de la commune de Saï, tout en saluant l'initiative, il a par ailleurs situé l'importance de cette action au profit de sa commune. L'importance de cette formation, parce que ça cadre parfaitement avec d'abord les objectifs de la commune et les objectifs aussi du gouvernement. Parce que c'est dans le cadre des transferts de compétences, le renforcement des capacités institutionnelles des membres, vraiment c'est venu à point nommé. Et ça cadre pour beaucoup de choses. Parce que quand on dit transfert de compétences, il faut savoir les limites et de quoi il s'agit. Donc c'est dans ce cadre-là que l'ONG DICO vient de renforcer, vient de faire la formation de renforcement des capacités des acteurs concernés. Au cours de cette session de formation censée durer 3 jours, les acteurs participants seront entretenus sur le parcours de la décentralisation, le transfert des compétences et les contraintes et défis afin qu'ils puissent être capables de gérer et maîtriser le transfert des compétences dans le secteur de l'éducation au niveau de la commune urbaine de Saï. La coordination nationale des contractuels de l'éducation observe depuis ce matin un arrêt de travail de 4 jours. C'est pour amener le gouvernement à satisfaire ses revendications. Le commentaire avec Souleymane Ousmane.
Un nouveau arrêt de travail dans le secteur de l'enseignement secondaire. Les collèges et lycées de Niamey tournent au ralenti suite à la grève de 4 jours entamée ce jour, mercredi 8 février 2023, par la Coordination nationale des contractuels de l'éducation. À travers ce préavis de grève, la CNCE exige du gouvernement des meilleures conditions de vie et de travail. Nous avons déposé un préavis de grève de 4 jours à partir de ce mercredi 8 février 2023 afin d'exiger du gouvernement le recrutement sans concours de tous les enseignants contractuels à la fonction publique sans tenir compte d'une quelconque évaluation que ce soit. Au deuxième point, nous exigeons une rémunération égale pour un travail égal sans aucune discrimination. Et au troisième point, nous exigeons le paiement des arriérés de pécule de certains de nos camarades de promotion 2019, 2020, 2020, 2021 et de certains remplaçants qui n'ont pas été payés jusqu'à présent. La CNCE est revenue aussi sur la question de l'évaluation des enseignants projetée par le gouvernement. Nous n'avons pas peur de cette évaluation comme certains veulent le dire, mais nous estimons que personne n'a été évalué avant d'être recruté à la fonction publique dans le système de l'éducation nationale depuis 2009. Et actuellement, il y a des recrutements qui sont en cours où cette évaluation-là n'est pas exigée. Nous ne savons pas pourquoi le ministère de l'Éducation nationale veut nous imposer cette évaluation-là pour nous recruter alors que nous avons déjà servi ce pays-là pendant plus d'une décennie et que nous avons droit à ce recrutement-là sans concours après 4 ans de service effectif. La Coordination nationale des contractuels de l'éducation observe sa toute première grève quelques semaines seulement après sa création. Cette grève intervient à la veille du premier anniversaire de la signature du protocole d'accord gouvernement dynamique le 16 février dernier. Un accord qui tarde toujours aujourd'hui à se concrétiser. Retrouvons Balima Bourema pour votre rubrique hebdomadaire Actu sur le web. Balima, bonsoir, bienvenue. Aminatou Yahya, bonsoir et bon retour sur le plateau d'Actu sur le web. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à ce numéro d'Actu sur le web de ce mercredi 8 février 2023. Niger, les travaux de construction du pipeline Niger-Bénin ont atteint un taux d'exécution de 70%. Nous apprend ANP.NE. Cette visite du ministre du Pétrole entre dans le cadre d'une mission de contrôle et de suivi des travaux de construction du pipeline Export Niger-Bénin PENB, notamment sur la section 3 de cette oléoduc, long de 1950 km, dont 1275 km au Niger et 675 au Bénin. Le ministre Mahaman Sani Mahamadou et sa délégation ont par la suite poursuivi cette visite en arpentant plus de 110 km de pistes constituant le trajet de cette oléoduc dont les travaux avancent normalement. Les techniciens du chantier annoncent même que la mise en service du pipeline pourrait intervenir avant la fin de l'année 2023 puisque les travaux de construction sont réalisés aujourd'hui à plus de 110%, dont 87,93% pour l'ingénierie, 90,70% pour les achats et 61,34% pour la construction. Notons que la section 3 de ce pipeline débute à partir du PK 870, situé dans le village de Damni, Est-Madawa, pour finir sur la rive nord du fleuve Niger, au PK 1225 dans la commune de Tara, au département de Gaïa. Elle comprend 2 stations de pompage, dont l'une à Yaya, appelée station de pompage numéro 5, PS05, et l'autre à Bela, appelée station de pompage numéro 6, PS06. La PS05 est composée de 2 blocs dortoirs, un bloc de réfectoire, un bloc bâtiment administratif, une guérite, un bloc pour les générateurs et les pompes. Et la PS06 dispose d'un bloc dortoir
d'un bloc de réfectoire, un bloc bâtiment administratif, une guérite, un bloc pour les générateurs et les pompes. La longueur entre les deux stations est de 438,5 km. En plus de ces deux stations, la section numéro 3 du PENB se compose de 15 stations de vannes, dont 4 RTU, 5 camps sur toute la ligne, 3 camps provisoires à Lido, Douti et Dogerawa pour la phase des travaux de construction, puis des bases principales à Yaya et à Bella. C'est la société WAPCO qui a la charge des travaux de construction du PENB en partenariat avec les entreprises nigériennes sous-traitantes, indique-t-on. Tentative de coup d'État de novembre 2021, NigerInter.com indique que les auditions des présumés putschistes ont respecté la discipline militaire au moment des faits. En cette troisième semaine, la phase d'audition des prévenus a achoppé au sacro-saint principe militaire, commandement obéissance. En effet, explique NigerInter.com, les soldats ont tendance à dire qu'ils sont soumis d'obéir aux ordres de leurs supérieurs. Ce principe fonde la force de l'armée, dit-on. L'adjudant Mohamedou Halidou, dit étudiant, a même osé dire au président du tribunal qu'il est tenu par l'ordre de sa hiérarchie. Il n'a que faire de la Constitution lorsqu'on lui a rappelé qu'il n'est pas tenu de respecter un ordre manifestement illégal. Tour à tour, les officiers et sous-officiers ont mis en avant l'idée qu'ils étaient liés par le respect du commandement. Même certains officiers de la base 101, informés du projet du coup d'État par Gourouza, ont justifié leur participation par l'obéissance à l'ordre de leur commandant de compagnie qui se trouve être le capitaine Gourouza. Au sein de la même compagnie, les sapeurs-pompiers qui devraient empêcher aux avions d'atterrir et de décoller ont également soutenu qu'ils ont obéi à l'ordre de leur chef. Ce dernier dit agir aussi par obéissance au capitaine Gourouza. C'est la même chanson à a cappella, j'ai obéi à l'ordre de mon chef, explique le site nigerinter.com. D'ailleurs, pour apporter de l'eau au moulin de ses clients, Maître Salim Maïga a fait observer au tribunal que la révision du code militaire, qui prend en compte la notion de l'ordre manifestement illégal, n'est intervenue qu'en 2022, alors que le prévenu était en prison. Une élégante manière de demander au juge d'être regardant sur le contexte, mais une chose est sûre, il y a des prévenus informés, une minorité peut-être, formellement sur le projet du coup d'État. Même s'ils ne reconnaissent pas les faits, le capitaine Gourouza et le lieutenant Abdraman, qui ont reconnu leur forfaiture, ont bien voulu faire la part des choses en disant clairement à qui ils ont avoué distinctement leur mission de déstabilisation des institutions. D'ailleurs, Gourouza a demandé pardon à tous ceux qu'il a mis abusivement dans cet imbroglio. Gageons que le tribunal fera la part des choses en condamnant les vrais responsables du projet avorté, a rapporté nigerinter.com. Selon un consensus obtenu entre avocats de la défense et les commissaires du gouvernement, l'audience reprendra demain jeudi matin avec les réquisitions du ministère public et à partir du lundi prochain, les plaidoiries de la défense. Une autre mission pour l'ancien président de la République, Issoufou Mahamadou, ActuNiger.com nous apprend qu'il a été nommé membre du conseil d'administration de Crisis Group. Nous sommes heureux d'annoncer l'arrivée de son Excellence Mohamed Issoufou, ancien président du Niger et président du panel indépendant de haut niveau sur la sécurité et le développement au Sahel, au sein de notre conseil d'administration, a annoncé lundi dernier Dr Hero Comfort, CEO d'International Crisis Group, qui a également partagé sur Twitter un selfie avec l'ancien chef de l'État nigérien, indique le site ActuNiger.com. Après 2 mandats à la tête du Niger 2011-2021, l'ancien président du Niger va devoir apporter son expertise aux actions de Crisis Group, ONG internationale basée à Londres et qui a été fondée en 1995 en réponse aux erreurs de la Somalie, du Rwanda et de la Bosnie. Depuis, elle n'a cessé d'œuvrer pour alerter le monde sur les conflits potentiels avant qu'ils ne deviennent incontrôlables. L'International Crisis Group se définit comme une organisation indépendante qui travaille à prévenir les guerres et à façonner les politiques qui construiront un monde plus pacifique. En ce sens, Crisis Group tire la sonnette d'alarme pour éviter les conflits meurtriers avec un accent sur des initiatives visant à promouvoir la bonne gouvernance et les politiques inclusives qui permettent aux sociétés de s'épanouir.
C'est en ce sens qu'en Afrique, et plus particulièrement au Sahel et en Afrique de l'Ouest, Crisis Group travaille directement avec un éventail d'acteurs de conflits pour rechercher et partager des informations et pour encourager une action intelligente en faveur de la paix. Notre travail est nécessaire de toute urgence alors que le monde est confronté à la fois à des conflits nouveaux et chroniques, chacun ayant des coûts humanitaires, sociaux et économiques dévastateurs, indique par exemple le manifeste de l'ONG, pour qui les efforts pour résoudre les conflits sont compliqués par le changement profond de la géopolitique, ainsi que par l'importance croissante des acteurs non étatiques allant des militants religieux aux groupes criminels. Cette nouvelle consécration vient en tout cas conforter l'ancien opposant Issoufou Mahamadou, président de la fondation éponyme FIM, dans son ambition panafricaniste, lui qu'on peut qualifier sans risque d'en exagérer sur la portée d'être le parrain de la zone de libre-échange continental ZLECAf, dont d'ailleurs le dernier récipiendaire du mot Ibrahim pour la bonne gouvernance en Afrique en est le champion encore en titre, explique le site actuniger.com. En un mot, comme pour 1000, International Crisis Group vient de faire une bonne prise pour conforter davantage son leadership en matière de prévention et de résolution des conflits dans le monde et particulièrement en Afrique, avec un focus sur le Sahel. Enfin, Balima Niger Express Info rapporte la visite du ministre russe des Affaires étrangères à Bamako. Pour son premier déplacement dans la capitale malienne, le chef de la diplomatie russe y a passé 48 heures. Il répond ainsi à une invitation qui a été adressée par son homologue malien Abdoulaye Diop lors de son séjour à Moscou en mai 2022. Durant son séjour au Mali, outre son homologue malien, Sergei Lavrov a rencontré également le Premier ministre Choguel Kokala Maïga et le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Pour les autorités maliennes, cette visite de haut niveau s'inscrit en droite ligne du choix politique opéré par le gouvernement de la transition d'élargir et de diversifier les partenariats stratégiques conformément aux principes clés guidant désormais l'action publique au Mali. À cet égard, elle matérialise la volonté ferme des deux chefs d'État maliens et russes d'impulser une nouvelle dynamique aux relations d'amitié et de coopération bilatérale avec un accent particulier et sur le renforcement du partenariat dans les domaines prioritaires, notamment de la défense et de la sécurité, ainsi que de la coopération économique, commerciale et culturelle. De plus, elle estime que cette visite permettra de renforcer le dialogue politique de haut niveau entre les deux pays et de renouveler l'engagement mutuel de consolider le partenariat stratégique en faveur de la paix, de la sécurité et du développement. Le renforcement des liens russo-maliens intervient après que les relations avec l'ex-puissance coloniale la France s'est nettement détériorée depuis l'arrivée des nouvelles autorités en faveur de deux coups d'État en août 2020 et en mai 2021. Cette bruit diplomatique avec Paris a été marqué par l'expulsion en janvier 2022 de l'ambassadeur de France au Mali et les forces françaises de Barkhane et Takuba. Une situation qui fait suite aux nombreuses accusations formulées par les autorités françaises contre celles du Mali d'entretenir des relations avec des mercenaires de la société privée de sécurité russe Wagner. Des accusations reprises par d'autres pays occidentaux ainsi que des organisations internationales. Cependant, Bamako continue à nier ces accusations, affirmant entretenir avec la Russie une coopération d'État à État qui remonte aux années de l'indépendance en 1960. Balima, merci pour toutes ces informations. À la semaine prochaine. Plaisir à Dieu. Merci beaucoup, Aminatou Yaya Maïga. Merci, chers téléspectateurs. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Messieurs, dames, merci également à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous. Bonsoir.